Salut Vipoulane, Salut. merci d'avoir accepté mon invitation. Vipoulane, tu es étudiant, tu es militant écolo, on t'a notamment vu dans le film Animal de Cyril Dion. Et tu viens de publier un livre aux éditions Michel Lafon, ça s'appelle Autonomie animale. Vous l'avez publié à Troyes. Euh, Dans ce livre, en gros, tu essayes de remettre au centre, au centre de l'écologie notamment, mais aussi d'une certaine pensée du monde, la question animale, ou les questions animales au pluriel. Et donc du coup, avant de rentrer dans le détail de ce que tu décris et ce que tu proposes, j'avais une question, c'est est-ce que les animaux, ou la défense des animaux, c'est vraiment l'urgence en ce moment? C'est une question super intéressante parce que je pense que c'est une question qui se pose dans une grande partie des milieux qu'on peut fréquenter. Mais je pense que justement, il ne faut pas céder à la rhétorique qu'emploient justement d'autres militants écolos ou animalistes en disant c'est la cause principale. Justement, je pense qu'il ne faut pas céder à une forme de hiérarchisation des luttes, mais considérer toutes les luttes ensemble et de manière interconnectée. Et c'est un peu la proposition centrale du livre. Ouais, là, par exemple, ton livre, il est sorti là il n'y a pas longtemps. Je sais pas, il y a une crise sociale. Enfin, Ouais, je te parle de la France, hein. Il y a une crise sociale, il y a une crise politique, une crise ouais. démocratique. Il y a aussi une crise écologique, mais qui dépasse la question animale. Comment toi, tu inscris la question animale dans toutes ces crises? Bah, on pense la question animale comme connectée aux autres systèmes de domination, comme connectée au capitalisme, au racisme, etc. On va y revenir, je Mhm. pense. Et justement, dans ce cadre-là, nous trois, on a aussi participé à ces mobilisations-là, et ça nous paraît aussi des questions fondamentales et importantes. Et voilà, on essaie d'être un peu sur tous les fronts, quoi. Alors, justement, on va commencer par le commencement de ton livre. En gros, tu expliques que, enfin, tu relis la question animale et la question antiraciste, et tu dis notamment qu'un des fondements du racisme, c'est de rendre animal finalement celui qu'on veut discriminer. Et toi, ta réponse, c'est pas de dire, bah non, en fait, dans la façon de réfléchir des racistes, enfin, pour contrer en fait la façon de réfléchir des racistes, tu dis pas non, non, on appartient tous à l'humanité. Tu dis au contraire, pourquoi discriminer, pourquoi mettre en dehors finalement du respectable et de l'humain, pourquoi mettre en dehors les animaux? Oui, c'est ça. Enfin, c'est à la fois se rendre compte que les animaux sont utilisés comme des cadres de pensée pour sortir plein de gens de l'humanité, les personnes racisées notamment, mais en fait aussi les personnes sexisées, par exemple, enfin, notamment les personnes, enfin les femmes racisées, par exemple, on les traite de panthères, de gazelles, etc. Mhm. Ou même les personnes handicapées, quand on parle de bêtes de foire, par exemple, on renvoie aussi à cet imaginaire-là. Et en fait, du coup, on a une forme d'échelle qui se construit. C'est un concept qui est notamment utilisé par les Sorco qui parlent de tout à fait humain et de pas vraiment humain. C'est-à-dire que le tout à fait humain, ça serait la personne qui a tous les privilèges et qui est vraiment reconnue pleinement comme un humain. Et le pas vraiment humain, c'est la personne qui oscille avec l'animalité. Et nous, notre proposition, c'est de dire qu'en fait, déjà, se construire un dualisme entre l'humain et l'animal, c'est déjà problématique en un sens. Et que parfois aussi, il y a un retournement du stigmate qui peut s'opérer et dire oui, bah, c'est le cas, et alors? Mhm. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il y a un problème dans la dualité animal-humain? Déjà, ça n'a pas tellement de sens parce que l'humain est aussi un animal, euh, mais aussi parce qu'en fait, historiquement, ce dualisme-là, il a servi à exploiter et à s'approprier les corps des animaux, mais il a aussi servi à exploiter toute une partie des humains. En fait, ça n'a pas seulement servi à exploiter les animaux. Mais est-ce que tu confères aux animaux finalement les mêmes caractéristiques que tu confères aux humains? Et en parallèle, est-ce que, je sais pas, la défense, j'imagine que toi, tu t'inscris dans la grande famille de la gauche, tu vois, donc, je sais pas, la défense des droits et libertés, la défense des droits alors, on dit les droits de l'homme, mais je préfère les droits humains. Est-ce que ça te paraît genre complètement, enfin, c'est pas assez puisque ça n'englobe pas les animaux? Non, pas forcément. Il y a souvent un peu cette caricature, et qui n'est pas totalement fausse à l'égard de certains textes historiques de l'antispécisme,
qui dit que justement en fait il faut juste étendre notre cercle de considération morale, qu'en fait d'abord justement c'était on considérait que les personnes européennes, ensuite on s'est mis à considérer les personnes racisées, et maintenant on va étendre ce cercle de considération aux animaux. En fait nous on se s'inscrit pas forcément dans cette logique là, mais plutôt que euh, en fait les autres espèces ont chacun leur propre manière d'être au monde, leur propre manière d'être vivant, et qu'il faut ajuster nos formes de relations par rapport à ces manières d'être vivant. Et nous, on propose justement, par exemple, ce concept d'égard à la liberté par rapport aux animaux domestiques, qui est en fait une forme d'enquête perpétuelle pour tenter de comprendre ce qu'est la liberté pour l'animal qu'on a en face de nous, en fonction de son espèce, mais en fonction aussi de son être, à proprement parler, pour ajuster nos formes de relations. Parce que évidemment, la liberté pour une vache, c'est pas la même chose que la liberté pour un humain. On n'est pas en train de réclamer le droit au logement pour toutes les vaches. Et la liberté pour une fourmi, c'est pas la même chose que la liberté pour une vache. Donc c'est une enquête pour essayer de Mais il y a construire. quand même une liberté pour la vache et pour la fourmi. Oui, évidemment. Mm. Je pense qu'on peut convenir que une vache qui est enfermée toute la journée dans un élevage intensif, ce n'est pas une vache qui est en liberté. Et une vache aussi qui a son destin scellé dès sa naissance, qui est en fait qui a une vouée utilitariste, qui est vouée à être abattue pour produire de la viande. Mhm. Pour nous, il n'y a pas vraiment de liberté non plus parce que on pense qu'il y a un accaparement des destins de ces animaux-là. Mm. Du coup, tu fais une grande différence entre, et c'est d'ailleurs l'objet de ton deuxième ou troisième chapitre, tu fais une grande différence entre les animaux qui sont domestiqués et les animaux qui sont sauvages. Oui, je sais pas si on fait. Non, mais parce que les animaux grande- sauvages, tu les estimes libres. Je sais pas moi, genre la panthère, comme dont tu parlais tout à l'heure, si elle n'est pas dans un zoo, elle est libre Oui, par rapport à la vache qui est dans un pré. oui, oui, parce qu'il n'y a pas cet accaparement des destins-là. Et encore, ça dépend de s'il y a des pratiques de chasse ou si même aujourd'hui avec les changements globaux, enfin l'exploitation des écosystèmes, Attends, etc. les pratiques de chasse, où est le problème? Parce que finalement, on pourrait estimer. Parce que de chasse, tu parles de chasse des hommes, enfin des êtres humains, Oui, pardon. oui, oui. Parce il y a aussi des chasses, enfin, je veux dire, des cycles naturels qui font que, Oui, non, on bah, n'est pas contre la prédation. voilà, quand t'es une gazelle, bah oui, tu peux te faire attaquer par le lion, On quoi. n'est pas contre la prédation, et d'ailleurs on précise que, enfin, il y a une certaine pensée animaliste antispéciste qui s'est aussi fait sur un mouvement colonial de mouvement, enfin de morale universelle. On s'est dit, bah les populations autochtones, ce qu'elles font, c'est aussi mal, et en fait, on part du point de vue européen, et en fait, toutes les histoires qui ont existé depuis des milliers d'années, qui ne sont pas celles de certains penseurs européens et occidentaux, en fait, sont des histoires de violence, et que, en fait, on va imposer notre morale à ces personnes-là. Et nous, on s'inscrit pas du tout dans cette logique-là. Euh, on s'inscrit vraiment dans une logique. Enfin, déjà, on est qui pour aller leur dire ce qu'il faut faire. Mhm. Et puis, c'est pas du tout le même type de relation, le même ancrage au territoire, c'est pas du tout la même chose. Mhm. Juste pour bien comprendre, après je reviendrai à vos idées de compagnonnage entre les êtres humains et les animaux, plutôt que la domestication. Mais d'abord, comment est-ce que, parce que là, en fait, ce que tu proposes dans le livre, ce que tu proposes là, c'est finalement un cadre théorique, une autre façon de voir le monde. Mais concrètement, enfin, est-ce que toi, en tant qu'activiste, en tant que militant écolo, est-ce que ça se traduit par des actes? Tu vois, on sait que, par exemple, L214, les militants, les militantes d'L214, eux, ils vont dénoncer en fait des situations de prédation des êtres humains sur les animaux et des élevages intensifs absolument horribles, machin, machin. Il y en a d'autres qui libèrent en fait les animaux domestiqués. Est-ce que toi, ça s'inscrit là-dedans ou toi, c'est juste théorique? En fait, tu dis juste, regardons le monde différemment. Bah, on aimerait créer des pratiques différentes, et Mhm, en fait, c'est aussi un cadre théorique pour nous-mêmes aussi nous inviter à créer d'autres pratiques parce qu'on a l'impression qu'on n'avait pas ce cadre de pensée. mhm, Et puis après, évidemment, on est en soutien avec par exemple ce que fait 209 Libération Animale et même L214 dans une grande mesure. Euh, mais on pense qu'il y a aussi tout un tas de pratiques qui n'existent pas aujourd'hui et qu'on doit développer et qu'on doit rendre plus du accessibles. genre. Par exemple, l'agriculture sans exploitation animale, c'est des questions aujourd'hui qui n'existent pas vraiment, Mhm, même dans le champ de l'agroécologie militante, etc., quoi. mhm. C'est-à-dire que en fait, ça correspond à quoi? C'est-à-dire que, puisque là, j'imagine que tu es contre l'élevage, puisque genre, il faut pas trop manger de viande, puisque ça assigne les animaux en fait à une destination qui serait genre
la nourriture des êtres humains. D'accord, mais je sais pas, un champ de céréales, par exemple, en quoi il y a de l'exploitation animale dans un champ de céréales ou Non, mais c'est que, en fait, betteraves? c'est des trucs qui sont enfin, aujourd'hui, justement, face à la monoculture industrielle, on a tendance à proposer le modèle enfin, polyculture élevage, quoi. Hum, Avec cet idéal un peu de l'élevage paysan, etc. hum. Et je Toi, tu précise, penses qu'il faut enlever les animaux de la polyculture élevage? c'est pas forcément enlever les animaux, et ça, Hum, je pense que c'est aussi un point très important. Nous, on veut pas un monde sans animaux. On hum, veut des mondes forts en relation, en affect, etc. Mais qu'il faut repenser la place des animaux et qu'on peut pas leur destiner, enfin, hum, on peut pas s'accaparer leur destin et les destiner à la mort avant même qu'ils naissent. hum, On pense qu'il faut qu'il y ait des, enfin, qu'il faut qu'il y ait des animaux. De toute façon, on va pas juste libérer tous les animaux et dire hop, démerdez-vous, hum, enfin, faites ce que vous voulez, quoi. hum, C'est pas ça l'enjeu, c'est de créer des relations fortes et que évidemment il y a plein d'animaux qui sont dans les prairies, etc. On pourra parfois utiliser le fumier, etc. Mais C'est ça que tu appelles dans le livre le compagnonnage. oui, c'est ça, c'est parce que le terme de domestication, il est déjà un peu flou. Parce que ce qu'on qualifie de domestication, c'est aussi souvent la domestication du point de vue de nos sociétés. La domestication, par exemple, en Sibérie, on va appeler ça de la proto-domestication, comme si c'était une domestication qui n'était pas aboutie, alors que pour ces populations-là, il y a une différence, par exemple, entre des rennes domestiquées et des rennes sauvages, quoi. Hum, Donc, face à tous ces problèmes théoriques et conceptuels, on s'est dit que le compagnonnage, ça nous paraît hum. plus pertinent, et il y a aussi cette idée que, enfin, d'une relation forte et réciproque avec les animaux, quoi, et pas seulement une relation utilitariste. Hmm. Dans le livre, tu reviens en fait sur l'histoire en gros, la carnisation de nos assiettes dans le monde, hein, pas que dans le monde occidental, mais dans le monde en général. Tu fais un lien aussi entre le capitalisme et cette carnisation de nos assiettes. Tout à l'heure, tu disais, oui, on n'est pas notamment, non plus totalement idéaliste, on va pas libérer tous les animaux et puis advienne que pourra. C'est-à-dire que, et tu comprends aussi il y a des pratiques qui sont des pratiques. Et d'ailleurs, tu as aussi, tout à l'heure aussi, quand tu parlais des populations autochtones, voilà, qui ont un certain rapport à la chasse, tu disais, on va pas tout balayer d'un revers de main. Mais il s'avère que enfin, beaucoup des sociétés dans le monde, avec des exceptions dont on parlera tout à l'heure, et notamment en Occident, en France hein, tout particulièrement, ben, on bouffe de la viande. Et, Ouais. la paysannerie, elle s'est faite aussi autour de la production et l'alimentation de viande. Il y a longtemps, ils en mangeaient beaucoup, beaucoup moins, tu vois, mais ils en ont toujours mangé un peu, et c'était toujours un peu central, tu vois. Ils en mangeaient parfois une par semaine ou une fois par mois, mais il y en avait. Ouais. Comment est-ce que, et je te parle pas depuis 100 ans, c'est carrément à tous les repas. Comment est-ce que toi, tu considères qu'on peut faire évoluer en fait cette pratique? Bah, déjà, on pense que justement, il y a un peu ce truc de la gastronomie française, le bistrot français, etc. Mais en fait, ça représente ce que mange une partie de la population française, mais c'est pas ce que mangent la Mm. plupart des Français. Et puis surtout, on a des Ils mangent quand héritages. même beaucoup de viande. Hein. Oui, oui. Mm. Mais dans la gastronomie française, il y a encore enfin, la viande a encore une part plus symbolique, etc. Qu'on peut retrouver dans certains discours, le steak, le fromage et le vin, quoi. Mhm. Et le Euh, barbecue. ouais. Mais il y a aussi des héritages végétaux qui sont à retrouver. Et nous, c'est ce qu'on propose. En fait, on a cette idée que la France a toujours mangé de la viande, etc. Mais enfin, il y a des coutumes qui ont existé, qui ont été en partie oubliées par les processus de colonisation, qui sont à retrouver. Mm. Et on pense aussi que peut-être dans nos milieux, en rejetant la tradition comme simplement nationaliste, on a peut-être oublié que la cuisine, les pratiques alimentaires étaient aussi des pratiques de convivialité qui rassemblent et qu'il faut aussi prendre. Enfin, nous, on pense qu'il faut prendre ça en compte, que c'est une nécessité et qu'on peut puiser dans ces héritages-là pour repenser nos modes d'alimentation. Enfin, un exemple très simple, c'est, j'en sais rien, le cassoulet, par exemple, Mhm. qui était un peu le plat du pauvre. À l'origine, la place de la viande n'était clairement pas systématique. Mhm. Elle était même très rare. Euh, enfin, il y a plein d'autres repas qu'on peut trouver, enfin, les galettes de blé noir, dans le sud de la France, plein de trucs, enfin, il y avait plein de Oui, repas, à etc. chaque fois, il y a des alternatives. C'est ça. Mais Et pas qu'en France d'ailleurs.
Une étude qu'on cite souvent, c'est une étude qui montre que, en gros, la consommation de viande, elle est très importante. Elle est d'autant plus importante que on va vers les classes populaires. C'est-à-dire que les classes populaires mangent plus de viande qu'aujourd'hui les CSP+. Comment est-ce que tu te débrouilles avec ça? Enfin, c'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, c'est une pratique. Et moi, j'ai l'impression, genre, très franchement, que en fait, vouloir plaquer en fait un discours trop violent comme bon bah arrêtons la viande, arrêtons pour les raisons en fait que tu décris dans ton livre et que tu viens de décrire là, ça pourrait être considéré en fait comme une violence énorme Une à violence, l'égard de pratiques qui sont des une violence de pratiques classe, hyper comment une violence de classe. presque une violence de classe. C'est intéressant et je pense qu'en effet ça pourrait être ressenti comme ça, notamment à cause des discours que portent la plupart des gens sur ces questions-là. Et c'est porté notamment par des CSP+, par des gens qui viennent certainement pas de milieux populaires, qui viennent certainement pas de quartiers populaires, etc. Et qui n'ont pas du tout de discours sur ces questions-là. Bon. Et nous, en effet, on pense pas qu'il faut aller culpabiliser les personnes qui font, enfin, individuellement les personnes qui vont manger de la viande et même qui n'ont pas le temps de s'interroger sur ces questions-là parce qu'ils travaillent de 8h à 20h et qu'ils prennent ce qu'il y a le moins cher parce que parfois ça peut être aussi plus compliqué de penser à cuisiner, etc. Et parce que aussi nos représentations sont construites majoritairement autour de la viande aujourd'hui. Mais nous, ce qu'on appelle justement, c'est de créer une autre culture matérielle. C'est-à-dire tout un autre ensemble de pratiques, mais aussi de représentations, pour faire vivre tout ça. Et évidemment, c'est des choses qui vont prendre du temps, et on n'est pas en train de dire toutes les personnes qui mangent de la viande, vous êtes des gros connards, il faut vous faut vous abolir, j'allais dire. Mm. C'est pas le sujet, quoi. Mais comment tu fais pour que ça ne devienne pas justement un discours de bourge? Parce que honnêtement, enfin, moi-même, je dis souvent, enfin, moi je suis un bourgeois et je fais quand même très attention à pas Parfois on a un peu l'impression que c'est un discours moraliste, tu vois, en mode, bon bah ne mangez pas de viande parce que nous on a compris, écoutez, moi j'ai lu les textes, je suis allé chercher dans l'histoire, tu vois, des pratiques des Français et des Françaises, mais aussi du monde entier. Il y a plein d'alternatives véganes. Et d'ailleurs, on peut faire du cassoulet avec du quinoa et du machin, et du blé noir et du machin. Bon, ce discours, est-ce que tu penses sincèrement, tu vois, qu'il peut s'adresser à tous? Et je le dis en particulier parce que Le Monde a fait un portrait de toi il y a un an ou il y a quelques mois. Il disait en gros que tu étais un transclasse. Ouais. C'est-à-dire que, donc, sous-entendu que tu viens d'une classe populaire, Ouais. mais tu vas vers une classe supérieure, aisée, tu vois. Ouais. Alors que tu es encore très jeune, donc je trouvais ça un peu, je me suis dit qu'ils étaient allés un peu vite en besogne quand même dans leur conclusion. Mais justement, toi, comment tu vis en fait le fait, enfin déjà, d'où tu viens? Est-ce que toi, tu te considères comme venant des catégories populaires et genre comment ça entendu, enfin comment est-ce que tu prends ça en considération dans l'élaboration de ton discours? Oui, moi je viens de classe populaire, j'ai toujours vécu en HLM, ma mère est femme de ménage, mais j'ai vécu dans une ville plutôt bourgeoise, Marly-le-Roi dans le 78, donc c'est un peu une contradiction qui m'a toujours habité. Et le truc de transfuge de classe, je pense que c'est plutôt, enfin c'est en termes de trajectoire, j'ai l'impression que c'est quelque chose que je suis en train de suivre, mais que je vais pas forcément zoner dans les milieux bourgeois, enfin c'est pas mon objectif de vie, quoi. Euh, mais je pense que après moi je viens, enfin mes parents sont originaires du Sri Lanka, et donc du coup il y a aussi ce contexte particulier où là-bas, enfin les coutumes végétales, enfin les héritages végétaux ont encore une très très grande place. T'en parles? Et justement, ouais, le processus de carnisation, il est presque en cours maintenant là. C'est-à-dire Mm. que ce qu'il y a eu il y a quelques siècles en Afrique, par exemple, on parle de l'exemple du mafé au Mali, qui est enfin, qui désigne une plante à l'origine et qui est un plat sans viande, mais qui ensuite a été carnisé, notamment à travers la colonisation. Et ben en fait, c'est des processus qui se passent maintenant en Inde et au Sri Lanka. C'est-à-dire qu'il y a quelques dizaines d'années, voire même il y a quelques années, la consommation de viande, elle était beaucoup moindre, et aujourd'hui, elle est en train d'exploser. Et Mhm. la viande commence à arriver dans tous les plats, etc. Mhm. Même si c'est un peu plus complexe que ça, parce que en Inde et au Sri Lanka, ça c'est notamment, enfin, la valorisation du végétarisme, ça s'est notamment fait par des pratiques de distinction sociale, etc. Mais en tout cas,
on peut dire que ces pratiques de distinction sociale en fait ont même été oubliées au fur et à mesure de l'histoire et qu'aujourd'hui, enfin, on a encore les traces de ces héritages végétaux partout. C'est-à-dire que typiquement, on mange tout le temps du riz et des lentilles corail, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des protéines végétales dans tous les plats. C'est un truc, enfin le dalle de lentilles, c'est un truc Mhm. hyper commun là-bas, quoi. Euh, et, et, et donc en fait c'est plus une interrogation, enfin ça interroge plus ces processus qui sont en cours là-bas Mhm. chez les personnes qui viennent du Sri Lanka ou d'Inde, quoi. Est-ce que tu dirais le fait que tu t'es intéressé à ces questions animales et écolo participe du fait que tu es en train de prendre, je reprends tes mots, une direction, tu vois, de transclasse ou de transfuge de classe, ou est-ce que c'est l'inverse? C'est parce que, en fait, tu es en train de prendre une direction de transfuge de classe que tu es en train de devenir écolo. Je pense que c'est un cercle vicieux. Enfin, déjà le fait de venir de milieu populaire, mais dans une ville bourgeoise, bah, l'éducation, c'est pas les mêmes types d'éducation. J'ai été dans un lycée réputé, on va dire un peu, ce qui fait que bah, tout ça, ça facilite ce processus-là. Et ensuite, c'est un cercle vicieux parce que du coup, le milieu écolo, il est quand même vachement bourgeois, on va pas se mentir. Et ensuite, le fait de faire le film. Et je sais que le film, enfin Cyril, il a voulu une complémentarité entre le personnage de Bella et le mien parce que bah justement, moi, je venais plus de milieux populaires et aussi j'étais une personne racisée, du coup, j'avais l'histoire de la colonisation aussi. Mais du coup, ça a aussi alimenté ce processus-là. Mm, Euh, et puis ensuite, les études maintenant, enfin, voilà quoi. Donc c'est un peu un cercle vicieux. mm. Mais comment on s'en sort? Enfin, parce que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu es toi aussi un exemple du fait que, bon, bah, genre, la pensée que tu développes, bah, c'est une pensée de bourgeois, quoi. Ou de futurs bourgeois, de wannabe bourgeois, je sais pas comment on peut le dire, mais. Je sais pas, parce que Non, mais est-ce que tu as des exemples, en fait, de pratiques populaires ou de pratiques paysannes, c'est un mot que tu utilises ouais, dans ton livre, complètement il décarnées? y a un exemple très emblématique, c'est au Brésil. Il y a eu un mouvement des sans-terres, parce qu'en gros, à cause de l'élevage intensif, il y a beaucoup de terres qui sont accaparées par les industries agroalimentaires et par l'élevage intensif, etc. Et donc, il y a eu un mouvement des sans-terres qui s'est articulé avec les militants contre l'exploitation animale. Et ça, je pense que c'est genre le mouvement le plus emblématique de ces co-constructions des luttes que nous, on invite à mener. C'est-à-dire Mm. que justement, pour dépasser ce discours moralisateur et bourgeois un peu, nous, on invite à mener, par exemple, des luttes avec les travailleurs des abattoirs. Et nous-mêmes, on doit construire ça. C'est quelque chose qui n'existe absolument pas aujourd'hui Mhm. et aussi ne pas avoir un discours culpabilisateur et moralisateur sur les éleveurs, par exemple. Il y a une très très grande majorité des éleveurs aujourd'hui qui ne s'en sortent pas, qui gagnent 350, enfin, moi je connais un éleveur qui gagne 350 euros par mois. Mhm. Euh, Et tu juges pas l'éleveur ou l'éleveuse quand tu il y en a la qui ont envie de rencontres? sortir de là, mais Mm. qui ne le peuvent pas. Il y a vraiment pas mal d'éleveurs en intensif qui ont envie de sortir de là, parce que même pour eux, c'est un enfer, qui gagnent quasiment rien. L'élevage, surtout intensif aujourd'hui, c'est le secteur qui vit le plus grâce aux subventions, qui est le plus Mm. dépendant des subventions. C'est pas un hasard. Et il y a aussi des formes d'aliénation aujourd'hui dans l'élevage et dans l'agriculture de manière générale. Mm. Mais donc toi, tu ne juges pas moralement lorsque tu parles à un éleveur, même pas intensif, hein, même un petit éleveur dans lequel les vaches sont entre guillemets libres, mais dont la destination c'est quand même produire du lait et peut-être aussi de la viande. Si tu discutes avec cette personne, y a pas de problème. Enfin, tu comprends sa pratique. T'es pas Bah, dans un on jugement peut moral. discuter. Je pense que c'est intéressant de discuter. Et je pense encore une fois que les éleveurs, c'est pas nos ennemis politiques Mm. foncièrement. Nos ennemis, et là je pense que c'est encore quelque chose à construire d'important. Souvent on les a placés en tant qu'ennemis politiques. Moi je pense qu'il faut construire des alliances vis-à-vis de l'agro-industrie. Et là encore une fois, ça permet de dépasser ce discours bourgeois dont tu parlais. Mm. Et ça c'est super important. Et je prends, enfin, pour avoir un exemple un peu précis, l'éleveur, on avait rencontré un éleveur enfin un berger qui élevait des vaches en Suisse, Mhm. et on lui avait posé justement, mais du coup le fait que vous envoyez, enfin, toutes vos vaches au l'abattoir, alors que vous avez un carnet où vous notez tous les noms de vos vaches, que vous allez faire les voir tous les jours, etc. Qu'est-ce que ça vous fait? Et justement, il s'est mis à pleurer. Mm. Et il y en a beaucoup qui diraient, ah, mais c'est caricatural, machin, les éleveurs qui sont tristes d'emmener leurs animaux à l'abattoir. Mais en fait, ce que ça traduisait, et la discussion qu'on a vue, ça montrait aussi que s'il avait la possibilité de ne pas les envoyer à l'abattoir et de juste utiliser en fait, enfin, toutes ces connaissances qu'il a sur ces animaux, sur cet ensemble de pratiques, pour juste les laisser dans les prairies et
viabiliser d'autres formes de pratiques, et ben il le ferait. S'il avait la possibilité de ne pas les envoyer à l'abattoir, il le ferait sûrement. Mais le problème, c'est qu'il tire aussi un revenu de Et l'envoyer ça, aux abattoirs. et Parce que ça, s'il les fait juste aller dans sa prairie, il va pas gagner grand-chose. ça, je suis bien d'accord avec toi. Hum, Et ça, c'est aussi dû au fait qu'on est dans un système capitaliste. hum. Et donc toi, tu serais, enfin, comment il se rémunérerait? Bah, on a besoin de créer d'autres articulations, des Hum, communautés, et pas seulement où en gros il y a une personne qui élève des vaches, une personne qui est maraîchère, etc. C'est de hum, créer des communautés. hum. Qui ne soit pas productiviste. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'ait pas que comme but la Exactement. production. Et c'est comme ça qu'on peut créer des alliances et dépasser ce discours moralisateur qui Hum. semble comme bourgeois parisien, etc. Dernier point de ton livre, tu abordes la question du partage des territoires. Genre, comment est-ce que on pourrait envisager, en gros, cette coexistence pacifique entre ben, les hommes et les animaux. Enfin, moi, désolé, là, j'ai repris la dualité homme-animal, mais bon, comment on pourrait se séparer de tout ça? Et en gros, tu fais une proposition, enfin oui, tu avances une proposition, tu dis, en fait, il y a différentes façons de voir le truc. Il y a créer des sanctuaires, en gros, sauvages, et puis les hommes vivraient à côté de À la ces marge, ouais. sanctuaires. Ça, c'est une pensée écolo, hein, même de gauche. Enfin, par exemple, aux États-Unis, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont fait des énormes parcs, et puis il y a les villes à côté, et ils imaginent que ce serait bien. Toi, tu es pour qu'il y ait plus de mélange et d'intrication en fait entre le sauvage et on va dire l'urbain, l'humain, etc. Ouais, en fait, on pense qu'on ne peut pas séparer l'humain du reste du monde animal et du reste du vivant de manière générale. En fait, l'enjeu, pour nous, c'est de construire des communautés humains, non humains. Mhm. C'est un peu ça l'enjeu central. Euh, et souvent, en fait, l'idée de créer des réserves sous cloche, ça s'inscrit aussi dans un dualisme entre protéger d'un côté, on met sous cloche d'un côté, et de l'autre, on va exploiter le reste. Mhm. En fait, mettre sous cloche d'un côté, ça nous autorise à exploiter le reste. Mhm. Et donc du coup Et, la et solution c'est quoi? C'est par exemple, désolé mais je pars de l'existant. L'existant c'est que on a des villes, on a des métropoles qui sont très denses en habitation, en transport, en tout ce que tu veux, enfin globalement en béton. Euh, Et comment est-ce qu'on fait pour revenir en fait sur des siècles de construction de cette bah urbanisation? déjà, si on Faudrait arrêtait. détruire les villes? Non, je pense que c'est compliqué de tout Hum, débouter. hum, Bref, t'as compris. ouais. Mais je pense que déjà, si on arrêtait le processus d'artificialisation des terres, ça serait déjà pas mal. Pour prendre l'exemple de Paris, sur le plateau de Saclay, ce qui est en train de se passer, c'est un carnage complet. Hum, Donc là, à la fois, il y a des agriculteurs qui perdent leurs terres, mais en plus, il faut savoir que sur le plateau de Saclay, on a les terres qui sont presque parmi les plus fertiles du monde, hum. et on est en train de les détruire pour construire un cluster, une Silicon Valley à la française, Hum. etc., pour Des construire, universités aussi. mais qui existaient déjà, en fait, c'est juste qu'on les déplace. On les déplace, on les développe. Enfin, tu vois. Hier, par exemple, j'ai fait un plateau sur BFM TV. Désolé, personne n'est parfait. Genre où on m'expliquait que et j'étais assez d'accord avec eux. C'était sur l'immobilier. Et ils me disaient bon bah il n'y a pas assez de logements en France. Et c'est vrai qu'on manque de logements. Et genre pour le coup, tout le monde, de la Fondation Abbé Pierre jusqu'à Orpi, disent il faut construire plus de Mais logements. ça, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Hum, Rien qu'à Paris, il y a 270 000 logements vides. hum. Oui, mais genre il y a plus de 4 millions de mal logés. Oui, mais Paris Hum, intramuros. hum, Et ensuite, évidemment, il faut mettre de l'argent sur la rénovation des passoires thermiques. Et hum. c'est aussi ça, quoi. Enfin, c'est pas juste on va construire des nouveaux logements un peu partout. Ok, mais donc admettons que on arrête d'artificialiser les terres. Euh, le développement aujourd'hui de nos métropoles, et il y a aujourd'hui une majorité de Français qui vivent dans des Oui, métropoles, euh, nous y compris. comment, nous y compris exactement, comment est-ce qu'on fait pour retrouver en fait ce lien à la nature que tu appelles de tes voeux, cette coexistence avec les autres animaux? Dans la mesure où, je sais pas, moi j'habite à Paris, tu vois, mais ceux qui habitent à Lyon, à, je sais pas quoi, à Limoges, machin, dans un centre-ville, en gros, comment tu fais pour avoir une coexistence avec des Bah, animaux? le truc, c'est qu'il reste encore quelques espaces dans Hum, certaines métropoles. Je parlais du plateau de Saclay, moi je peux parler des jardins ouvriers de Bervilliers qui ont été détruits pour construire un solarium. Enfin, même si la justice est revenue un peu hum, sur la décision, bah, les jardins ont été détruits hum, de facto. Et ça, typiquement, c'était un espace qui restait dans un espace, enfin, dans une ville qui est quand même très urbanisée, très artificialisée, et qui a été détruit pour construire un truc, enfin, hum. qui est un non-sens complet. Et déjà, c'est aussi. Donc il faut développer les espaces verts. Ouais, enfin, après, les espaces verts, ça dépend ce que tu appelles les espaces Hum. verts. Parce que, Bah ça, les jardins ouvriers par exemple. oui, et Hum, défendre ce qui existe.
Euh, enfin, Attends, t'es contre les parcs et jardins, genre municipaux, normaux? non, je parlais pas forcément de ça, mais je Hum, parlais du risque de la gentrification qu'il peut y avoir dans certaines, quand on parle d'écoquartiers, etc. parfois. ok. C'était là-dessus que je voulais avoir porté une vigilance. Hum, Euh, mais pareil, à Dijon, par exemple, il y a tout un quartier, les Lentillères, qui est en autonomie, il y a même une partie d'agriculture sans exploitation animale, etc. Enfin, il reste des endroits dans les métropoles qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'il faut défendre. Et puis ensuite, il faut aussi recréer des communautés humains, non humains dans d'autres endroits. Et parfois, c'est vrai, il faut aussi parfois que l'humain n'accède pas à certains espaces, mais pas de manière euh, ne pas faire en sorte que que ces logiques-là viennent du haut et que ça hum. consiste simplement à mettre sous cloche, mais que ça se construise aussi à l'échelon local en faisant sur certaines parcelles ce qu'on appelle de la libre évolution, par exemple. J'ai une dernière question, Vipoulane, qui a pas trop de rapport avec le schmilblick, encore que. C'est une question qui a trait à Hugo Clément. Donc Hugo Clément, c'est un militant écolo aussi, en tout cas c'est comme ça qui se définit, et notamment qui est aussi très engagé sur les questions animales. Il est très médiatique et il a participé la semaine dernière à la convention annuelle, je crois, de Valeurs Actuelles, donc un hebdomadaire d'extrême droite. Euh, Ça a été très critiqué par notamment beaucoup de gens de gauche qui lui ont dit mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Pourquoi est-ce que, enfin, c'est leur donner du crédit en fait. Est-ce que toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Comme j'ai dit tout à l'heure, toi, tu t'inscris plutôt dans la famille de la gauche, mais aujourd'hui, bon bah, la gauche, elle existe, hein, elle est même assez dynamique, même si on se tape un peu sur la gueule souvent. Euh, c'est la droite qui est au pouvoir, c'est l'extrême droite qui est un danger et aux portes du pouvoir. Est-ce qu'il faut aller leur parler à la droite au pouvoir, genre les macronistes, ou à l'extrême droite, pour essayer de les sensibiliser sur ces questions? Pour moi, il y a deux choses qui sont extrêmement différentes. C'est les cadres de l'extrême droite et l'électorat de l'extrême droite, et l'électorat populaire de l'extrême droite. C'est deux choses qui sont complètement différentes, et je pense que Clément ne fait pas tellement la différence entre les deux. Valeurs actuelles, c'est quand même des gens qui huent Jordan Bardella parce qu'il n'est pas assez d'extrême droite. Mm. Enfin, il faut situer le truc, quoi. Et je pense pas forcément qu'aller parler dans ces arènes-là à ce public-là, c'est-à-dire Mhm. enfin, c'est vraiment des bourgeois racistes qui sont convaincus du racisme dans l'âme, quoi, ça soit le plus important. Si aujourd'hui l'extrême droite, l'extrême droite a de plus en plus d'électeurs, c'est notamment justement à cause d'un discours de gauche qui a oublié de parler des classes populaires, des classes ouvrières, des agriculteurs, des paysans, etc. Mm. Et ce qu'il faut produire, c'est justement un discours sur ces questions-là, et pas dire ah bon bah l'extrême droite a gagné à des électeurs, donc on va aller essayer de mettre un petit peu d'écologie dans leur programme. Enfin, l'enjeu c'est pas de sauver les dauphins et de laisser crever les migrants, quoi. Mm. Et par rapport à la droite qui est actuellement au pouvoir, au gouvernement d'Emmanuel Macron, je ne sais pas si demain Christophe Béchu, qui est le ministre de la Transition écologique, j'imagine, je ne sais pas exactement quel est son titre, parce qu'on n'entend pas beaucoup, s'il propose de te rencontrer et genre de travailler avec lui sur ces questions, tiens. Genre, est-ce que genre t'irais, enfin, Moi je le ferai pas parce que je pense que c'est pas le rôle que j'ai envie d'avoir. Et et je pense que ça dépend du contenu exact de la chose, parce qu'il y a des associations, enfin, toutes les associations travaillent avec les gens au pouvoir, les syndicats mhm. ont essayé de faire quelque chose sur la réforme de retraite, même si ça n'a pas marché, etc. Donc ça dépend de ce qu'il fait exactement, de ce qu'il propose exactement, mais évidemment que il faut s'opposer à toutes les pratiques, toutes les lois racistes et antisociales qui existent, Mm. dans le Mais cadre du coup, du mais quand développement. même, genre, et ce sera ma dernière question, tu comprends, enfin, tu es en faveur du développement en fait de programmes écologistes dans des espaces politiques qui ne sont pas forcément les tiens. Je pense notamment, encore une fois, à la droite, peut-être pas à l'extrême droite, mais à la droite, je sais pas, aux macronistes. Toi, tu serais pour que tu validerais le fait qu'ils aient un programme sur les questions écolo qui soit digne de ce nom, comme ils avaient l'ambition de l'avoir au début J'ai du envie de me premier moucher. quinquennat de Macron. Est-ce que si Emmanuel Macron a un programme écolo, est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je pense que déjà, c'est incompatible avec le modèle qu'il propose. Il ne peut pas avoir un vrai programme écolo parce que lui, ce qu'il propose, c'est un système néolibéral où on va laisser faire le marché sur absolument toutes les questions. Et ça, c'est des modèles qui sont incompatibles et qui ont prouvé leur incompatibilité historiquement vis-à-vis des questions écologistes. Bon. Et par rapport à parler à l'électorat de l'extrême droite,
Je pense il faut aller parler à cet électorat-là, à l'électorat populaire notamment. Mais il faut avoir la méthode qu'utilise François Ruffin, par exemple. Lui, dans sa circonscription où Marine Le Pen arrive largement en tête au présidentiel, il arrive à remporter les élections, alors que bon, Hum, c'est pas la gauche molle non plus, quoi. hum. Très bien. Donc, la méthode Ruffin pour reconquérir les classes populaires. En fait, la question aussi, c'est est-ce qu'on peut convaincre sur la base est-ce qu'on peut convaincre les classes populaires sur la base de, par exemple, toi, ce que tu proposes dans ton bouquin? On peut convaincre à partir des alliances qu'on propose. Hum, À partir des alliances qu'on propose avec les éleveurs, les paysans, avec les travailleurs des abattoirs aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi un grand sujet, les conditions de travail des travailleurs en abattoir, c'est vraiment quelque chose. eh ben, on va en rester là sur l'impératif de tisser des alliances pour résister dans la société. Merci beaucoup, Vipolane. Merci à toi.